Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Mélissa. Mélissa a 22 ans, elle habite à Paris dans le 19e arrondissement. Après le bac, elle a trouvé un travail de vendeuse dans une petite boutique. Malheureusement, les propriétaires n'avaient plus assez d'argent pour maintenir leurs activités, donc ils ont vendu. Au départ, Mélissa appréhendait l'arrivée de ses nouveaux patrons. Elle avait peur de perdre sa place et de retourner sur le marché de l'emploi. Finalement, tout s'est bien passé. Ils ne sont pas très bavards et se contentent de donner des directives. Elle se dit qu'au moins elle a la paix. 3 mois plus tard, ses patrons débarquent au magasin avec des tonnes de cartons ne faisant pas partie des stocks. Ne voulant pas être indiscrète, Mélissa n'a posé aucune question et a juste aidé à les entreposer à l'arrière-boutique. Chaque mois, à la même date, ils ramènent la même quantité de cartons sans jamais les utiliser. Bientôt, il n'y aura plus de place. Et puis, surtout, d'où viennent tous ces cartons et que contiennent-ils? Mélissa décide de prendre son courage à deux mains et de demander de quoi il s'agit. Et s'ils finiront par les déplacer. L'ambiance s'est glacée immédiatement. Et dans un énervement dissimulé, Josiane, la patronne, lui répond avec autorité que ces cartons sont des affaires personnelles qui ne bougeront pas de la boutique tant qu'elle ne l'aura pas décidé. Et qu'elle n'a pas intérêt à aller fouiller à l'intérieur. Mélissa s'excuse et dit qu'elle n'y touchera pas. Mais Mélissa n'est pas bête. Elle a regardé les séries d'enquête, les threads d'horreur de Squeezie et les flip and go slip de Magla. Elle sait que quelque chose n'est pas normal et que la réaction de Josiane est disproportionnée. En plus, Josiane est un prénom peu commun pour une quarantenaire. Vous l'aurez bien compris. Mélissa se prend pour une détective qui décide de mener l'enquête sur les cartons mystérieux amenés par ses nouveaux patrons, des gens froids et directs. La première piste de Mélissa est que ses patrons sont des trafiquants. Reste à déterminer de quelle marchandise il s'agit. Mais entreposer la marchandise directement dans leur propre boutique serait stupide. En un contrôle sanitaire, ils seraient envoyés en prison. Alors elle pense que c'est du matériel pour la marchandise. Quelque chose de facilement justifiable en cas de contrôle surprise. Mélissa y pense jour et nuit. Elle fait des recherches sur Internet et dans toutes les archives qu'elle peut trouver sur Josiane Lemonin et son mari, Monsieur Lemonin. Encore une chose très étrange, tous les papiers de la boutique sont au nom de Josiane. Il est impossible de trouver ou d'entendre le prénom de son mari. Un peu comme s'il n'existait pas vraiment, comme s'il se cachait. Mélissa ne veut pas passer pour la folle qui invente une vie à ses patrons, car en cas d'erreur de jugement de la situation, Mélissa risque son travail, mais également des poursuites judiciaires. Elle va mener son enquête seule et collecter assez de preuves pour pouvoir les donner ensuite à la police. Mélissa utilise tous les moyens qu'elle a à sa disposition pour démasquer ses patrons. Il y a de reconnaissance faciale et vocale, registre des naissances, antécédents médicaux, mais rien. Ils ne sont nulle part. Arrivée à ce stade de recherche, Mélissa commence à être repérée par une équipe de cybersécurité qui remarque une activité suspecte. En effet, pourquoi une employée de magasin ferait autant de recherches sur ses employeurs? Un enquêteur est positionné sur ce dossier de surveillance jusqu'au moment où Mélissa se fait passer pour la fille des Lemonin auprès de la sécurité sociale pour obtenir leur dossier. Elle est mise en attente de plusieurs jours car il n'est spécifié nulle part qu'ils ont un enfant. Une alerte automatique est envoyée à l'enquêteur lorsque l'historique du dossier des Lemonin est consulté par un tiers. Mais il est évident pour cet enquêteur qu'il s'agit de l'usurpation d'identité d'une personne inexistante. L'affaire prend un nouveau tournant. Il doit découvrir pourquoi Mélissa recherche la moindre information au sujet de ses patrons au point de commettre un délit répréhensible devant la justice. Un historique complet de la vie de Mélissa est demandé. On y découvre qu'elle n'est pas un enfant caché et n'a aucun lien familial ou d'amitié avec les Lemonin. Mais alors, que cherche-t-elle? Une seconde partie de l'enquête s'ouvre sur les Lemonin. On y découvre un parcours de vie classique et paisible pour Josiane Lemonin, anciennement Nuléroy, qui a rencontré son mari et s'est mariée à l'étranger. L'acte de mariage ne spécifie pas le prénom du marié, c'est souvent le cas lorsque le mari ou la femme travaille pour les forces armées étrangères. Rien d'intéressant, rien de pertinent, et c'est ça le problème. Le dossier de Josiane est trop propre, et sans aucune embûche, même pas une amende, comme si son dossier avait été créé de toutes pièces. L'enquêteur envoie son rapport à sa hiérarchie, qui missionne un détective pour se charger de trouver plus d'informations. Le détective du nom de Matteo commence sa filature. Il note le moindre fait et geste de Josiane sans se faire repérer par Mélissa. Il fera 3 semaines sans découvrir la moindre information. La conclusion est qu'en effet, Josiane pourrait être un dossier parfait et non créé. Cependant, cela veut dire qu'elle est harcelée par son employé.
Mélissa est convoquée par la gendarmerie. Les gendarmes lui disent qu'ils savent qu'elle enquête illégalement sur sa patronne et qu'elle va avoir de gros problèmes. Mélissa ne tente aucune résistance et révèle tout ce qu'elle sait en espérant que les gendarmes comprennent que quelque chose cloche chez ses patrons. Elle mentionne donc son point de départ, les centaines de cartons entreposés dans l'arrière-boutique qui ne sont pas des stocks et qu'elle n'a pas le droit de s'en approcher. Cette information, le détective Matteo ne pouvait pas l'avoir, car même s'il a vu le couple avec des cartons, il n'avait rien d'étrange puisqu'ils ont une boutique. Mais si ce ne sont pas des stocks, qu'il y en a des centaines et que leur employé n'a pas le droit de savoir ce qu'ils contiennent, alors effectivement, ça devient un élément suspect. Matteo entre dans la salle d'interrogatoire pour poser plus de questions à Mélissa, qui comprend que cette information est importante. Alors elle négocie de ne pas être poursuivie pour son enquête illégale en échange d'informations. Deal. Matteo accepte et demande des précisions sur les boîtes. Mélissa révèle que les boîtes sont toutes de la même couleur, font exactement la même taille et poids, ce qui veut dire qu'elles viennent toutes d'un même endroit et que le contenant est probablement le même à chaque fois. Matteo les a suivies, donc il sait que ces boîtes arrivent par bateau, que le couple prend la cargaison et la dépose au magasin directement sans jamais regarder une seule fois dans les boîtes pour être sûr de leur contenant. Ils savent exactement ce qu'il y a dedans et font une confiance aveugle à l'expéditeur. Mélissa sera donc placée sous surveillance. Matteo continue l'enquête de son côté pour découvrir la provenance des boîtes. Grâce à la collaboration de la douane portuaire, nous apprenons que les boîtes arrivent à Paris en provenance du port du Havre, que le bateau est brésilien et que son trajet est Rio de Janeiro, Jamaïque, Angleterre, France. En général, quand il y a une cargaison suspecte venant du Brésil, il s'agit de drogue, surtout s'il y a un arrêt en Jamaïque ou au Mexique. La suite logique aurait été de saisir la brigade anti-stupéfiants, mais la justice française n'est pas autorisée à enquêter à l'étranger, sans l'accord du pays en question, sauf s'il y a assez de raisons qui pousseraient Interpol à donner une autorisation. Mais si vous avez bien écouté toute l'enquête, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas. Si les Lemonins étaient des trafiquants de drogue, pourquoi les boîtes ne bougent jamais de l'arrière-boutique depuis plusieurs mois? Ça n'a pas de sens d'entreposer autant sans vendre, sachant que la police pourrait débarquer à tout moment. Ce n'est donc sûrement pas ce que l'on croit. Ok, on a beaucoup d'informations jusque-là. Je profite de cette mini-pause pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de mettre un like à cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Bon, on arrive un peu dans une impasse. La justice n'a pas de réelle excuse qui justifierait une perquisition, et si Mélissa fouille les cartons et qu'elle se fait prendre, les cartons pourraient être déplacés, en plus du fait que les Lemonins sont peut-être dangereux et pourraient s'en prendre physiquement à elle, et rien ne justifie la mise en danger d'une civile. Alors Matteo décide de se concentrer sur celui que personne ne nomme, Monsieur Lemonin, la seule personne de cette histoire dont on ne connaît rien. En obtenant un accès au registre des ressortissants des armées étrangères en France, Matteo ne trouve aucun militaire correspondant à la description de Monsieur Lemonin. Car même s'il a pu faire de la chirurgie pour se camoufler, la couleur des yeux ne peut pas changer. Le résultat est sans appel, aucune correspondance. Mais alors qui est cet homme introuvable? Matteo hésite. Il a des contacts en haute sphère qui pourraient l'aiguiller. Mais il a deux problèmes. Pour l'instant, rien de concret montre la culpabilité ou l'implication des Lemonins dans une quelconque affaire criminelle. Et il est possible que M. Lemonin soit un témoin protégé, qu'il vienne de France ou non. Donc si Matteo découvre sa véritable identité, la vie de M. Lemonin serait en danger. Et c'est pendant cette semaine de réflexion que Matteo reçoit un appel de Mélissa. Elle insiste pour le rencontrer dans un café le plus rapidement possible. À ce moment-là, Matteo comprend que Mélissa a continué son enquête de son côté, sans rester tranquille, comme la gendarmerie le lui avait ordonné. Et si ce rendez-vous est si précipité, c'est qu'elle a découvert quelque chose et qu'elle est probablement en danger. Mélissa rejoint le détective dans un café du 8e arrondissement. Pas le temps de commander, elle passe à table directement. Elle a fouillé les boîtes lors de l'absence des Lemonins. Matteo constate son imprudence et puisque le mal est fait, il lui promet sa mise en sécurité. Mais elle lui répond qu'elle n'en a pas besoin, car les boîtes ne contiennent que des vêtements et des jouets. Elle lui montre les photos qu'elle a prises et présente ses excuses pour avoir alerté la police pour rien et que, comme l'avait dit Josiane, ce sont des affaires personnelles. Matteo demande à Mélissa si elle trouve ça normal d'entreposer autant de vêtements et de jouets. Ce à quoi elle répond que c'est certainement pour des associations, qu'ils distribueront tout ça à Noël, mais qu'il n'y a vraiment rien, même pas une odeur suspecte ou un indice qui pourrait les incriminer. Et pourtant, elle a bien cherché. Matteo récupère les photos et clôture le dossier, qui n'était rien d'autre qu'un malentendu d'une femme qui regarde trop de séries policières. Mais encore faudrait-il que Mélissa ait dit la vérité. On va remonter en arrière au moment où Mélissa quitte la gendarmerie après avoir reçu l'ordre de rester tranquille.
chose impossible pour elle, car c'est son enquête. Elle n'en a rien à faire de Mathéo. Alors le lendemain, elle fouille toutes les boîtes une à une. C'est là qu'elle découvre effectivement des vêtements et des jouets dans les boîtes. Dans l'incompréhension, elle y reste des heures, à la recherche du moindre élément étrange, jusqu'à ce que les Lemonins la retrouvent seule dans l'arrière-boutique autour d'une cinquantaine de boîtes ouvertes. La tension est palpable. On peut littéralement voir la colère se dessiner sur le visage de Josiane, alors que celui de son mari est anormalement serein. Il referme derrière lui la porte de l'arrière-boutique, les enfermant tous les trois dans cette pièce. Mélissa prend peur pour sa vie et crie immédiatement que la police est au courant de tout, et que si elle disparaît, ils seront jugés coupables dans la foulée. Monsieur Lemonin prend la parole pour la première fois devant Mélissa et lui demande de quoi est-ce qu'elle parle. Mélissa révèle toute son enquête sur eux, ainsi que l'implication de la gendarmerie, d'un détective et d'une unité de cybersécurité. Les Lemonins se mettent à chuchoter et décident ensemble de révéler à Mélissa qu'en fait, elle n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer en réalité, que elle et la police n'ont rien sur eux. Alors si elle ne veut pas finir en prison pour harcèlement, enquête illégale et usurpation d'identité d'une personne inexistante, elle va devoir les aider. Mélissa se retrouve prise au piège et est obligée d'accepter leur proposition. Mais ce chantage lui permet également de découvrir de quoi il retourne. Et voilà que se dessine la vérité. Monsieur Lemonin est un ex-membre des forces spéciales d'une unité de renseignement française. Cela explique pourquoi il ne figure pas dans le registre des ressortissants des armées étrangères en France. Mais il n'est pas non plus dans le registre des militaires français. Et son véritable nom n'est pas Lemonin. C'est un nom qu'il a emprunté suite à son licenciement de l'armée après son procès pour avoir trahi son unité et par conséquent la France. Mélissa n'en croit pas ses oreilles. Pourquoi a-t-il trahi ses camarades et mis en danger la sécurité nationale? Avant de laisser Mélissa supposer, il lui raconte que lui et son unité ont été envoyés en mission dans un pays d'Afrique qui était une ancienne colonie française. Là-bas, ils devaient enquêter sur la possible entente russe et chinoise avec le gouvernement en place à ce moment-là. Mais il ne s'agissait que d'accords commerciaux. En revanche, il y a trouvé un général français qui, avec ses hommes, organisait une traite d'êtres humains. Chaque fois qu'une personne disparaissait, il faisait courir le bruit que c'était à cause de la présence russe et chinoise sur place, fragilisant l'entente entre les trois pays. Le général n'avait aucun problème à assumer devant les militaires français ce qu'il faisait, car personne n'allait le trahir, et tous bénéficiaient d'une part du gâteau. Dans une unité, on se protège les uns les autres. Mais lorsque M. Lemonin apprit que personne n'avait donné ses ordres et qu'il avait affaire à un simple général se prenant pour Dieu, il décida avec 3 de ses camarades de récolter toutes les preuves et de les envoyer à sa hiérarchie. Évidemment, pour éviter un conflit diplomatique sans précédent, la France a ordonné à toutes ses troupes de rentrer. À leur arrivée, les personnes concernées furent jugées devant la cour d'assises. Les participants ont pris des peines très lourdes de plusieurs années de prison pour mise en danger de la sécurité nationale, pour provocation d'un conflit diplomatique, pour traite d'êtres humains, pour kidnapping en bande organisée avec association de malfaiteurs dans l'enceinte de l'armée française, et pour manquement au devoir. Quant à M. Lemonin et ses 3 camarades, ils ont été jugés coupables de trahison envers un général de l'armée française. En effet, les soldats sont censés se couvrir entre eux, mais cette situation étant exceptionnelle, ils ont juste été renvoyés de l'armée, sachant pertinemment qu'aucune autre unité n'allait accueillir des balances. Ils ont changé d'identité, car même s'il est en prison, un ancien général a beaucoup de contacts et pourrait attenter à leur vie par vengeance. Mélissa a désormais toute l'histoire en main, à un détail près. C'est quoi le rapport avec les boîtes pleines de vêtements et de jouets pour lesquels elle va devoir les aider pour ne pas finir en prison? Eh bien, lorsque M. Lemonin a rencontré Josiane, ils ont décidé de faire entrer illégalement les victimes du trafic d'êtres humains de l'ancien général afin de les aider à accéder à une vie meilleure en France. Le pays qui leur a tout pris et qui leur rendra malgré lui. On pourrait penser que c'est noble, mais c'est surtout très illégal. À présent, Mélissa doit distribuer des vêtements, des jouets et de la nourriture à des personnes qui ont été victimes de traite d'êtres humains et qui sont rentrées illégalement sur les territoires. Elle risque gros, qu'elle accepte ou non. La prochaine fois, Mélissa, mêle-toi de tes affaires. C'est la fin de cette vidéo. Il est peut-être utile de préciser que cette histoire est totalement fictive et inventée de toutes pièces par ma personne. Si vous avez aimé l'histoire, mettez un like et un commentaire et surtout, abonnez-vous. Bisous!